On va continuer donc effectivement à évoquer ce que sont les enjeux politiques et sociétaux de l'agriculture urbaine. Et pour en débattre, donc j'invite à me rejoindre à la tribune donc Pierre Aubignac, qui est président de l'Association française de l'agriculture urbaine professionnelle, donc qu'Isabelle a commencé à nous présenter. Bonjour Pierre. Édouard Bordelais, donc qui est chef du pôle territoire et environnement, donc à la SAFER Nouvelle-Aquitaine, donc l'opérateur foncier. Marie-France Salle, qui est vice-présidente donc, de la communauté d'agglomération d'Agen. Donc vous verrez, donc, ils ont réactivé donc, leur projet alimentaire territoire et on va parler de tout ça. Et Nadège van der Beeken, donc, qui est chef de projet au sein du GPV Rive Droite. Elle nous dira tout à l'heure ce qu'est le GPV Rive Droite. Installez-vous. Pierre Aubignac, donc je disais, donc vous êtes président donc de l'Association française de l'agriculture urbaine et professionnelle. Peut-être un mot de présentation tout d'abord de cette association, de son rôle, de ses missions, de son organisation, pour qu'on sache un petit peu dans quel cadre vous intervenez et vous agissez. Alors oui, j'ai essayé de faire vite pour réussir à clôturer à temps. Du coup, alors nous c'est un peu compliqué, mais donc l'AFOP, Association française d'agriculture urbaine professionnelle, c'est un gros écosystème, c'est le gros écosystème, le gros réseau des acteurs professionnels de l'agriculture urbaine. Donc c'est pas les particuliers, on est vraiment sur des structures juridiques qui adhèrent à notre association. Donc des entreprises, des associations et autres. Et nous, l'objectif, c'est de fédérer ces personnes-là avec des profils très différents, de les outiller et de les valoriser, donc d'être un porte-voix finalement au niveau national. Et donc, bon, on l'a vu, on a commencé à le voir avec Isabelle Duvernois. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce que sont les ressorts, justement, qui participent à l'essor des différentes formes d'agriculture urbaine, même si elles ne sont pas toutes professionnelles, et vous êtes plutôt focus sur le professionnel, mais est-ce qu'on peut déjà quand même évoquer ces ressorts-là et peut-être, on a, à travers la question qui a été posée, une deuxième question sous-jacente sur la question de l'évaluation de ce que représente vraiment l'agriculture urbaine en termes et d'acteurs et d'activités. Alors, vaste sujet, très très vaste sujet. Deux questions à la fois. Pour reprendre la question, alors l'agriculture. Alors peut-être pour répondre un petit peu aux questions qui étaient posées, l'agriculture urbaine aujourd'hui n'a pas vocation à nourrir la ville. Mettons les choses claires là-dessus. C'est pas le projet, on va dire, de base. C'est pas l'approche, en tout cas aujourd'hui, qui est visible ni parmi nos adhérents, ni voilà parmi les mouvements qu'on peut voir aujourd'hui de l'agriculture urbaine et périurbaine. On est plutôt sur de la augmentation. Enfin, il y a un rôle très nourricier qui a été très bien présenté du coup par Isabelle Duvernois. Il y a un rôle environnemental, il y a un rôle social très important. L'idée, c'est d'éduquer également d'éduquer les populations urbaines aussi à ce qu'est l'agriculture, de faire une forme de tremplin, de lien avec, entre la ville et le monde rural, également d'apaiser la ville. Il y a plein d'initiatives en fait qui sont tournées autour de ça. Mais l'objectif effectivement n'est pas de nourrir à proprement parler la population urbaine. Je le déplore aussi que Toulouse ne soit pas autosuffisante, mais je pense que vu le grossissement de Toulouse ces dernières années, ça paraît mal engagé. Donc on est clair, le développement de l'agriculture urbaine n'a pas une fonction productive. Les bénéfices, il faut les chercher ailleurs. Ils sont environnementaux, ils sont sociaux. Alors, il y a quand même une forme d'agriculture urbaine productive. On est sur il y a des exploitations agricoles, alors que celles qui étaient historiquement en zone périurbaine qui sont retrouvées mangées par la ville. Donc, il y a quand même une forme d'agriculture productive, à vocation de production agricole, des exploitations agricoles. Mais après, dans les typologies d'acteurs, on va également avoir beaucoup, effectivement, de structures d'insertion. Alors, le rapport de Claude Bernard, effectivement, parle beaucoup, nous, pour nos adhérents. On va avoir beaucoup de structures d'insertion sociale, donc avec l'agriculture comme support en secteur urbain. Et on va avoir beaucoup de jardins effectivement aussi collectifs, donc des jardins ouvriers, des jardins partagés et autres. Donc il y a quand même une forme productive, mais effectivement sinon c'est beaucoup d'animation, beaucoup d'éducation des populations et avec un gros rôle effectivement environnemental. Ouais. Je le disais en introduction, et on l'a vu avec l'exposé d'Isabelle Duvernois, l'agriculture urbaine est multiforme, très, très clairement. Pour autant, j'imagine quand même que la question de l'accès au foncier reste une problématique forte pour les porteurs de projets qui veulent s'installer en milieu urbain, parce que le prix du foncier, il n'est pas le même qu'en milieu rural. Alors, je laisserai du coup
Mon voisin traitait du sujet avec la SAFER, effectivement. Le foncier, de toute façon, en agricole, c'est un sujet épineux. Alors, en centre urbain particulièrement, l'enjeu n'est pas tant de trouver du foncier que d'en sécuriser, c'est-à-dire du foncier en espace urbain, il y en a. Le problème, c'est de réussir à avoir, quand on construit une exploitation, quand on est en milieu rural, il n'y a pas trop d'enjeux, on va dire, quand on est sur un terrain agricole. Le terrain a vocation agricole. Quand on est en milieu urbain, c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus intéressant peut-être de construire des services pour les populations. Éventuellement, on parle de Toulouse, un immeuble pour réussir à absorber aussi la population qui arrive en ville, plutôt que de dire non, on va mettre à cet endroit-là une exploitation agricole. Donc c'est vrai que trouver du foncier sécurisé, surtout du foncier avec des baux longue durée, c'est un gros enjeu pour nos adhérents. Et donc du coup, au regard de la typologie de l'agriculture urbaine professionnelle, on va être plutôt sur des entreprises de petite dimension, j'imagine, au moins en termes de foncier, et peut-être même en termes de capacité à dégager une activité, à produire. Oui, alors effectivement, ça crée beaucoup d'autres contraintes, c'est-à-dire que, alors nous, l'association représente un peu plus d'1 millier d'emplois. Les surfaces exploitées, c'est à peu près 100 hectares. Donc on est vraiment sur des surfaces ridicules représentées alors hors jardin, je parle vraiment d'exploitation, on est vraiment sur des structures ridicules. En termes de surface, l'enjeu du coup c'est de réussir, quand on a peu de surface, c'est compliqué de faire de la production agricole stricto sensu et donc de vivre de ça. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres métiers qui apparaissent, on parle de diversité de métiers aussi dans l'introduction. Exactement, de l'animation, de la formation, en fait ça crée finalement de nouveaux métiers aussi au niveau de l'agriculture. Merci Pierre pour ces premières précisions. Nadège van der Beeken, il ne faut pas que j'écorche le nom. Donc GPV Rive Droite. Donc peut-être un mot Nadège tout de suite pour préciser ce qu'est le GPV Rive Droite, parce que c'est un acronyme un peu barbare. Oui. Alors GPV Rive Droite est une agence publique d'ingénierie territoriale. GPV Rive Droite est en fait un nom entre guillemets raccourci. Le nom complet c'est Groupement d'intérêt public Grand Projet des Villes Rive Droite. Ouais. Donc ce qui signifie groupement d'intérêt public. Donc on est une coopération d'acteurs, en l'occurrence 4 communes de la métropole bordelaise. Grand Projet des Villes, puisque cette structure a émergé au début des années 2000 suite à des problématiques qu'on rencontrait souvent à la périphérie des métropoles, des grandes villes, suite à une urbanisation rapide qui a conduit à la périphérie des villes à une augmentation des HLM et une urbanisation plus ou moins incontrôlée qui a concentré des problématiques socio-économiques sur ces territoires-là. Donc ces structures se sont mises en place pour répondre à cette problématique-là. Et ensuite, donc c'est 4 communes. Hein, voilà, 4 communes. Donc rive droite, donc 4 communes de la rive droite de la métropole bordelaise. Et donc, dans le cas particulier qui est le vôtre, mais on pourrait l'élargir, l'agriculture urbaine, c'est plutôt d'abord une réponse pour ce qui vous concerne à une problématique sociale de pauvreté, de précarité latente, pour lutter justement contre la précarité par l'alimentation, plutôt qu'une fonction de production qui vise à assurer un approvisionnement alimentaire de proximité. Voilà. Comme vous l'avez précisé en début de la question, voilà, on ne parle pas des agricultures urbaines, voilà, on parle pour nous, notre ambition, notre volonté au sein de notre territoire, c'est effectivement de répondre à ces problématiques sociaux. Et pour nous, l'alimentation était un moyen d'y répondre en touchant les emplois, en touchant l'éducation, en touchant le levier de la restauration collective. Voilà, plusieurs facettes qui peuvent être abordées via l'alimentation. Et aujourd'hui, donc, quels sont les accompagnements que vous avez mis en œuvre justement pour accompagner, faire émerger ces projets, garantir leur viabilité autant que possible dans le temps? Vous en êtes où donc sur le projet Alors les accompagnements sont multiples. Tout d'abord, si on parle d'agriculture productrice, comme on a plus souvent l'habitude de l'entendre, on a fait un repérage du foncier disponible sur nos 4 communes. Donc on en avait identifié au départ 10 hectares et on a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour savoir quels étaient les porteurs de projets intéressés pour s'installer sur ces fonciers-là. Il s'est révélé que certains fonciers finalement ne convenaient pas aux agriculteurs puisque trop petits, puisque les fonciers privés n'intéressaient pas.
à cause de l'incertitude sur du long terme pour ces installations-là. Il y avait des problématiques de pollution, il y avait des problématiques d'accès à l'eau, des problématiques aussi sur un foncier. On avait une espèce protégée, donc avec ces défis aussi, puisque l'agriculture peut aussi modifier son environnement. Donc il y a d'autres paramètres à prendre en compte que juste avoir un bout de terrain. Il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte. Donc finalement, en ce moment, on est sur 5 hectares alors sur 1 hectare, je précise, sur 0,6 hectares, il y a déjà de la production. Sur 5 autres hectares, il y aura de la production à partir de 2024. Les choses sont en train de se mettre en place. Donc il y a un accompagnement à la fois technique via une personne qui nous accompagne. Il y a un accompagnement sur la mise en place des aménagements, que ce soit l'accès au terrain, que ce soit la mise en place de bassins de collecte, de réfléchir à comment on va aménager les lieux. Je ne vais peut-être pas forcément tout détailler, pour aborder aussi les autres champs. Donc il y a cet accompagnement de l'agriculture qui a une vision un peu plus classique, c'est-à-dire produire des légumes plein champ, donc à peu près 4-5 variétés sur ces surfaces-là. Ensuite, il y a l'accompagnement de projets d'agriculture de potager collectif. Il y a aussi 500 hectares de parcs, dont une partie est pâturée par nos 32 brebis. Voilà, donc qui fait partie de l'agriculture, je crois qu'on avait appelé tout à l'heure service serviciel. Non, agriculture servicielle. Bref. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Donc voilà, on prend en compte plusieurs types d'agriculture. Je ne vais peut-être pas forcément tout détailler pour laisser le temps de parler aux autres. Un mot sur les profils. Vous parlez d'appel à manifestation d'intérêt, donc des gens qui ont candidaté. Qu'est-ce qu'on y retrouve des agriculteurs à titre principal ou d'autres formes de profils qui aujourd'hui se sont positionnés pour exploiter le foncier que vous avez réussi à mobiliser? Oui. Alors on a retenu 3 candidats. Donc un candidat qui est une structure d'insertion, qui fait des chantiers d'insertion. Et ensuite, on a retenu 2 autres candidats, mais on leur a demandé de monter un projet collectif pour que ça puisse entrer dans nos objectifs communs. Donc il y avait un agriculteur et une structure de formation. Et donc les 2 se sont mis d'accord pour que l'exploitant puisse accueillir les jeunes en formation sur l'exploitation. Et après, donc, qu'est-ce qui relie ces agriculteurs ou ces porteurs de projets à la collectivité? Il y a un cahier des charges qui va les obliger à certains modes de production, qui va les obliger à alimenter la restauration collective peut-être. Comment ça va se passer pour eux? Et quel est le lien juridique avec le foncier lui-même? Alors le lien juridique, donc on est sur plusieurs types de liens, puisque ça s'est fait vraiment en co-construction avec les villes, avec les structures, en fonction du type de foncier. Donc on est soit sur de la mise à disposition du foncier, avec clause, ou bail rural avec clause environnementale, donc sur à peu près 9 ans en fonction du foncier. Et l'autre question, donc, c'était les critères. Donc lorsqu'on a lancé l'appel à manifestation d'intérêt, on a énoncé nos volontés, nos objectifs. On a choisi des candidatures qui partageaient nos valeurs. Ensuite, pour l'instant, les agriculteurs s'installent librement. Voilà, il n'y a rien qui les oblige à faire telle ou telle chose. Par la suite, on voudrait que au moins la moitié de la production soit destinée à la restauration collective. Donc, on mettra en place, on contractualisera avec les agriculteurs par la suite. Et quel lien vous faites, parce que vous faites partie de la communauté d'agglo de Bordeaux Métropole, quel lien est fait entre la démarche donc, du GPV Rive Droite et les 4 communes que cela regroupe et le projet alimentaire territoire, parce qu'il y a un projet alimentaire territoire sur Bordeaux Métropole. Comment le lien s'opère pour que ce soit cohérent? Alors, la Bordeaux Métropole nous finance aussi grandement pour ce projet-là. Et donc, en général, quand on leur soumet nos projets pour obtenir ces financements, eux se positionnent en disant tel projet, nous voulons aussi le mettre en place. Donc, par contre, tel autre, nous n'avons pas prévu d'aller sur cet axe-là. Donc, voilà, en fonction ensuite de ces échanges-là qu'on fait régulièrement aussi. Enfin, voilà, on est en contact très proche avec les animateurs du PAT de Bordeaux Métropole. Donc, on arrive à se coordonner très bien. Très bien, merci Nadège van der Becken, donc GPV Rive Droite. Marie-France Salle, donc,
Je le disais tout à l'heure en introduction, donc l'agglomération d'Agen vient de relancer, à votre initiative, donc son projet alimentaire de territoire. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, Marie-France, sur les constats qui vous ont conduit à prendre cette décision et nous dire aussi un mot sur les motivations qui sont les vôtres, s'agissant de relancer ce projet alimentaire de territoire? Alors, si on refait un petit peu l'historique, je dirais qu'avant que ce soit la communauté d'agglomération d'Agen qui se préoccupe de ce thème, en fait, c'est le Pays de l'Agenais qui avait commencé à avoir, je dirais, une réflexion sur des marches alimentaires et notamment le Pays de l'Agenais avait lancé une enquête dans les années 2019-2020 avec une classe BTS d'un lycée de Villeneuve-sur-Lot sur le milieu agricole, l'évolution de ce monde agricole, mais aussi sur les comportements alimentaires, ce que recherchaient un petit peu, je dirais, les consommateurs dans leur approvisionnement, dans leur consommation. Donc il y avait eu ce premier travail, puis il y a eu d'autres travaux, sauf que voilà, c'est des opérations qui étaient ponctuelles, sans lien réel entre elles. Mais il n'empêche que la communauté d'agglomération ensuite s'est emparée de ce projet-là pour plusieurs raisons, parce qu'il y avait des constats qui étaient amenés, à savoir un monde agricole qui est vieillissant, voire très vieillissant sur nos territoires, un monde agricole qui comprend de moins en moins d'agriculteurs, un monde agricole, je dirais, en ceinture, du moins sur ce qu'on appelle la première couronne de l'agglo d'Agen, qui était composée de beaucoup de maraîchers, qui ont quasiment disparu sur ce territoire-là. Et ensuite, il y a eu une modification dans le territoire de la communauté d'agglomération, puisque la communauté de communes à laquelle j'appartenais, qui était la communauté Porte d'Aquitaine en Pays de Serre, a fusionné avec la communauté d'agglomération au 1er janvier 2022. Or, notre communauté, c'était 13 petites communes rurales dans lesquelles l'agriculture est vraiment l'activité, et c'est toujours l'activité dominante. Donc, notre entrée dans la communauté d'agglomération a un peu modifié les préoccupations, et notamment, je dirais, l'intérêt pour l'agriculture est entré dans cette communauté d'agglomération. Et donc, il y a eu l'élaboration, donc c'était une réflexion, et l'élaboration du moins un dossier déposé pour le PAT qui a été validé en mars 2022. Mars 2022, sauf qu'il faut bien reconnaître que faute de moyens humains, ce PAT est resté un peu en sommeil jusqu'en début 2023, puisque la communauté d'agglo maintenant a recruté une chargée de mission destinée au PAT, et que d'autre part, donc, moi je suis vice-présidente que depuis le mois d'avril, donc c'est un peu récent, et on a vraiment relancé aujourd'hui le travail sur le PAT. Donc ces divers constats nous ont aussi amené à voir qu'il nous fallait dans nos enjeux apporter vraiment un soutien au monde agricole en termes de production, c'est-à-dire notamment là, on va mettre, c'est des choses qui vont se faire, un système d'aide à l'installation, parce que il faut qu'il y ait des agriculteurs demain, et des agriculteurs qui produisent pour alimenter pas seulement l'agglomération d'Agen, mais aussi bien au-delà. Donc il y a cet aspect-là, je dirais, plus économique et soutien financier. Ensuite, il faut que les agriculteurs puissent vivre de leur travail. Et c'est vrai que dans les enquêtes qui avaient été menées, certains avaient fait apparaître les difficultés de commercialisation de leurs produits. Donc, pouvoir vivre de son travail, c'est, je dirais, avoir une vente de son produit qui ramène un revenu décent. Donc là, on a dans les enjeux, on a un enjeu, c'est de rapprocher les acteurs des filières agricoles et alimentaires, des consommateurs, mais aussi des professionnels. Bien sûr, aller vers le consommateur, mais aussi aller vers les restaurateurs, et aussi, on le verra, vers la restauration collective. Je vous en dirai 2 mots plus tard. Mais voilà, donc il y a cette volonté-là. On a constaté aussi, si vous voulez, qu'il y avait un manque de visibilité de la production locale. Les gens, ils ne savent pas trop parfois où il faut aller s'ils veulent accéder au circuit court. Donc on va aussi avoir, et on va travailler sur le fait de renforcer l'approvisionnement local.
On peut avoir des outils pour renforcer cela. Donc ça, c'est un enjeu. Rapprocher producteurs-consommateurs et aussi par un renforcement de l'approvisionnement local. On souhaite aussi dans ce PAT, bien sûr, travailler sur la qualité des produits. Ça peut passer par de l'agriculture biologique, mais ça peut être aussi une agriculture raisonnée. Enfin, je ne sais pas s'il faut être... je ne vais pas me faire des amis, sectaire par rapport au bio, pas bio, etc. Bon, on n'en est pas encore là dans notre réflexion, mais ce sont des éléments qui effectivement entreront dans notre PAT. En tous les cas, c'est promouvoir les productions locales, ça me paraît important, et bien sûr aussi travailler sur le bien manger. Savoir qu'il y a déjà, je dirais, des ateliers sur forme d'éducation, alimentation. En tous les cas, oui, je crois que ça aussi, ça fait partie de nos enjeux dans notre PAT. Vous m'indiquez, quand on a préparé le débat, qu'il y avait également la problématique d'essayer de ramener dans les surfaces agricoles des surfaces qui étaient en périphérie de vos territoires, de l'urbain, et qui étaient aujourd'hui, qui n'étaient plus fléchés agricoles en termes de production. Alors ça m'a laissé penser, je me suis posé la question, moi, assez spontanément, mais en quoi est-ce que c'est nécessaire pour la communauté d'agglo d'Agen de vouloir remettre de l'agriculture dans son territoire, dans son propre territoire immédiat, dans un département quand même le département du Lot-et-Garonne, qui est le département rural et agricole par excellence finalement. En quoi les deux sont complémentaires ou en tout cas pas incompatibles? Alors, c'est pas incompatible, vous avez raison. Par exemple, sur l'agglomération d'Agen, sachez qu'il y a 70 productions agricoles. C'est un recensement qui a été fait, ce qui peut paraître énorme, mais qui montre toute la diversité et aussi toute la possibilité qu'on pourrait avoir et qu'on peut avoir un approvisionnement local. Alors, quand je vous ai parlé de cette disponibilité, c'est que lorsque on a relancé le PAT, bien sûr, j'ai des collègues qui sont venus interpeller, et notamment j'ai des élus qui m'ont demandé si on pouvait travailler sur des surfaces qui sont disponibles. C'est-à-dire, en fait, ils constatent dans leur commune, sur première couronne, je ne parle pas de la ville d'Agen, mais des communes de la première couronne, des personnes qui ont acheté du foncier, alors ce ne sont pas des grandes parcelles, mais quand même parfois, semble-t-il, des parcelles, et en fait, donc, ils n'exploitent pas eux-mêmes, qu'ils ne mettent pas à disposition tout truc. Et il faut savoir que le classement des zones inondables a quand même été modifié aussi au cours des dernières années. Et aujourd'hui, vous avez dans la première couronne des terres qui sont classées en zone inondable, donc non constructibles, et dont on peut se poser sur quel usage on peut faire de ces terrains. Et là, les maires sont venus trouver en disant, dans votre diagnostic, essayez justement de recenser ces terrains qui pourraient être disponibles pour une agriculture urbaine ou périurbaine, et voir comment, si vous voulez, ces terrains pourraient être mis à disposition de futurs agriculteurs professionnels ou pas, ça je ne suis pas en capacité de le dire aujourd'hui, mais voilà, ça c'est une possibilité. Et je vous disais tout à l'heure que en fait la ceinture à Genèse auparavant était constituée de beaucoup de maraîchers. Donc il y avait cette proximité entre l'urbain et le monde agricole, proximité qui aujourd'hui n'existe pratiquement plus. Et je crois que si vous interrogiez beaucoup de personnes, on aimerait bien savoir ce qu'elles ont dans leur assiette, comment c'est arrivé là, comment ça a été produit, ils seraient un petit peu, je crois, un peu gênés pour vous répondre. C'était un constat aussi dans les enquêtes qui ont été menées. Donc nous, on va d'ailleurs compléter notre diagnostic par une nouvelle enquête sur les comportements alimentaires. Aujourd'hui, savoir comment les gens, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils s'approvisionnent, etc. Mais je crois qu'on aurait, si vous voulez, un petit peu cette volonté de pouvoir recréer cette proximité, ce lien entre le monde agricole et le milieu urbain. Et puis, ça a déjà été évoqué, je veux dire, ce sont des enjeux environnementaux. Je veux dire, aujourd'hui, les villes se sont beaucoup étendues, sont beaucoup bétonisées. On a, je dirais, du bitume un petit peu partout, mais on voit bien que par rapport aux évolutions climatiques, aux futurs enjeux,
je veux dire, l'agriculture urbaine ou périurbaine pourrait répondre à ces défis en réintroduisant de la biodiversité. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé des îlots, alors, ou de fraîcheur ou de lutte contre ceux de chaleur. Vous placez du côté que vous voulez. Mais en tous les cas, voilà, ça pourrait être aussi, et je crois, moi, en tous les cas, que c'est un enjeu environnemental important que de pouvoir réintroduire de l'agriculture urbaine ou périurbaine. Parce qu'en fait, chez nous, ce sera plutôt du périurbain. Quand on regarde vos objectifs, donc vous avez balayé la question de l'alimentation en disant voilà, il faut qu'on facilite l'accès à une alimentation de qualité, de proximité. Il faut qu'on lutte contre la précarité des populations les plus fragiles. Il faut aussi qu'on réponde, vous ne l'avez pas évoqué, mais je sais que ça fait partie de vos objectifs, aux obligations de la loi Egalim qui vient en rajouter. J'imagine que tout ça, c'est pas la communauté d'agglo toute seule qui va pouvoir atteindre aisément tous ces objectifs. Ça va passer par des synergies entre différents acteurs. Vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, alors juste rajouter, parce que tout à l'heure, dans les constats, aujourd'hui, vous venez de parler de la précarité, justement, un des constats qui avait été fait, c'était effectivement l'augmentation de la précarité alimentaire et les associations qui aujourd'hui apportent de l'aide alimentaire, effectivement, nous font part d'une forme d'explosion des adhérents à leurs associations. Donc cette lutte contre la précarité alimentaire, c'est effectivement aussi un enjeu dans notre PAT. En fait, je crois que nous, on peut intervenir de différentes manières, mais on peut intervenir. Alors, quand vous commercialisez vos produits, il y a ce qu'on appelle les circuits courts, que d'autres on peut appeler la vente directe. Et là, l'intérêt, c'est se faire connaître. C'est comment on peut se faire connaître du consommateur. Et on est en train d'éditer un répertoire de tous les agriculteurs qui font de la vente directe. Donc, bien sûr, c'est gratuit pour ceux qui souhaitent, puisque c'est sur la base du volontariat, bien sûr, ceux qui souhaitent être dans ce répertoire. Donc, on essaie par le biais des professionnels, la Chambre d'agriculture, d'autres structures, et bien sûr aussi par les mairies, parce qu'en milieu rural, tout le monde sait qui fait quoi, etc. Donc voilà, c'est un très bon soutien. Donc on va, dans quelques semaines, sortir ce répertoire qui sera mis à la disposition à la fois du public, mais aussi des professionnels, parce qu'on a rencontré aussi des restaurateurs qui disent « moi je voudrais bien acheter local, mais bon voilà, il faut me dire à qui je peux m'adresser pour telle ou telle denrée ». Donc ça, c'est une première action là, qui va être menée assez rapidement. Il y a aussi les marchés de plein vent. Souvent, ce sont les collectivités qui organisent cela, mais l'agglo peut aussi apporter un soutien financier sur certains équipements. Voilà, on peut trouver dans nos compétences les moyens aussi d'aider ces structures-là. Et puis, dans le cadre de notre PAT, il y a un outil, on a commencé aussi la coopération avec, c'est le MIN, c'est le marché d'intérêt national d'Agen, qui est un marché de producteurs, qui fut plus important qu'il n'est, mais dont la volonté est de le redynamiser, de le relancer. C'est quand même plusieurs centaines de producteurs, de proximité, parce que je ne sais pas pour vous quelle est la limite de la proximité. Est-ce que c'est uniquement l'agglo d'Agen? Ça me paraîtrait beaucoup trop restrictif. Beaucoup de producteurs, en fait, aux mines, viennent du Tarn-et-Garonne, viennent du Gers, c'est pas très loin, c'est 30, 40, 50 kilomètres, donc on peut considérer aussi que c'est de la proximité. Et en fait, le mine est quand même une ressource pour nous semble-t-il, pour l'agglo, une ressource importante dans le lien qu'il peut y avoir entre producteurs et acheteurs, voire consommateurs. Donc le mine fait aujourd'hui de gros investissements pour redynamiser son activité, mais aussi se diversifie, puisque si vous connaissez le mine, c'est essentiellement, je dirais, de la production maraîchère et fruitière. Et aujourd'hui, le mine s'équipe pour pouvoir recevoir de la production lactée, et carnée. Ce qui veut dire qu'un acheteur pourrait très bien demain avoir un panel beaucoup plus important qui lui sera offert. Et donc dans ce cadre-là du mine, nous avons commencé cette coopération pour voir comment le mine pourrait répondre demain à ce lien-là. Certains, alors on parlait de la loi Egalim, effectivement, la restauration collective se doit de respecter les contraintes qui sont portées dans la loi Egalim.
Et nous avons il y a deux aspects pour nous dans le cadre du PAT. La communauté d'agglomération d'Agen, mais aujourd'hui, a lancé un projet de construction d'une nouvelle cuisine centrale. C'est une cuisine qui fait quand même près de 7000 repas, qui peut faire, qui ne fait pas tout à fait aujourd'hui, mais qui peut faire jusqu'à 7000 repas par jour. Et l'agglo a choisi d'implanter cette cuisine centrale sur le terrain du mine pour avoir cette proximité, je dirais, entre les apporteurs et acheteurs, parce que le prestataire, le futur prestataire de la cuisine centrale, je ne sais pas s'il ira sur le carreau pour acheter ses courgettes, ses salades, etc. Mais un acheteur qui achète sur le mine pourrait très bien ensuite travailler avec la cuisine centrale. Donc il y a cette volonté de la part de l'agglo de faire en sorte que au moins cet aspect-là de la restauration collective se fournisse et un approvisionnement tout à fait local, du moins pour tout ce qui est produit localement. Et il faut savoir que justement, en lançant le PAT, on a d'autres collègues qui, eux, ont des cantines en régie et qui, aujourd'hui, bien sûr, doivent aussi, et se préoccupent de cet approvisionnement local. Et donc, nous ont interrogé pour savoir comment pourrait se mettre en place cet approvisionnement local pour ces cantines en régie. Alors, vous le savez, souvent, les difficultés, c'est les marchés publics. Là, vous êtes obligé. C'est la logistique. C'est comment sont acheminés ces produits. Donc c'est une réflexion, je pense, que nous aurons aussi dans les mois qui viennent. Et puis autre structure interlocuteur qui aussi nous paraît très important, c'est l'agropole. L'agropole sont des entreprises d'agroalimentaire qui ont besoin de se fournir pour transformer les produits. Et donc l'agropole aussi va être intégrée dans notre PAT, toujours dans ce souci, je dirais, du local et d'avoir des produits transformés dont l'origine serait, alors je dirais pas l'agglo d'Agen, ça me paraît trop restrictif, mais au moins, je dirais, sur le Lot-et-Garonne et une partie du Lot-et-Garonne. Marie-France Salle, merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez élargi le propos, je vais le resserrer à nouveau. Édouard Bordelais, donc responsable du pôle environnement et territoire de la SAFER Nouvelle-Aquitaine. Voilà, il faut fermer celui-là et l'autre. Ça marche, bon. Impeccable. Je reviens sur la question foncière, Édouard. Le foncier en milieu urbain, c'est l'objet, ça a été évoqué par Pierre Aubignac, l'objet de toutes les spéculations finalement. Mais c'est aussi affaire de volonté politique via l'élaboration des documents d'urbanisme. Est-ce que les moyens de régulation et de protection qui existent aujourd'hui, est-ce qu'ils sont véritablement à la mesure de l'enjeu et de l'essor de cette forme d'agriculture urbaine qui va avoir besoin d'une manière ou d'une autre de foncier ? Alors, pour bien répondre à la question, il faut bien faire la différenciation dans notre jargon, nous SAFER, de l'espace, on va dire, rural. Donc l'espace rural, c'est l'espace agricole, naturel, forestier et périurbain. De l'espace urbain, où là, effectivement, on n'a pas, nous, vocation à intervenir directement en matière de foncier. Donc sur cet espace rural qui comprend, si vous avez bien compris, le périurbain, effectivement, en France, le système est assez particulier. Il y a une régulation foncière. Ce qui n'est pas le cas sur l'espace urbain, on va y revenir. Une régulation foncière avec un outil qui a été mis en place dans les années 60, donc la SAFER. Cet outil, finalement, qui appartient à tous, ce sont les acteurs du territoire qui vont décider ou non de faire intervenir la SAFER en matière de régulation. Alors, régulation sur deux aspects, régulation au niveau des prix. Pour être très clair, aujourd'hui, ce n'est pas l'offre et la demande essentiellement. Ça dépend vraiment des territoires, ça dépend vraiment des productions agricoles, ça dépend vraiment finalement de l'attractivité aussi agricole des territoires. Et en France, on a un prix moyen du foncier à 6 000 € l'hectare. En Nouvelle-Aquitaine, on est plutôt à 5 000 € l'hectare. Donc on fait partie du trio bas, on va dire, au niveau européen. Et si je prends volontairement l'extrême inverse, si vous allez dans les Pays-Bas, on arrive à 70 000 ou 90 000 € l'hectare. Donc forcément, en termes d'accessibilité au foncier, on n'est plus dans la même réalité. Donc là, c'est vraiment ça sur l'espace rural. À l'inverse, sur l'espace urbain, effectivement, il y a d'autres enjeux, ça a été très bien expliqué. L'enjeu agricole est quand même relativement absent. Donc effectivement, il y a des leviers d'action. Sur les deux aspects, tout est une question pour moi de volonté politique. Une volonté politique qui se traduit avant tout à travers la planification, donc les documents d'urbanisme, les PLU, PLUI, cartes communales.
Pour l'instant, l'espace rural était plutôt la variable d'ajustement de l'espace urbain. Donc effectivement, il n'y avait pas une volonté de protéger ces espaces. Aujourd'hui, voilà, l'évolution aussi des compétences des collectivités, l'évolution aussi législative, quand je parle de ZAN, de SRADET, pour certains ça doit parler, mais voilà, il y a vraiment une préoccupation de diviser par deux l'artificialisation des sols pour 2030 et d'arriver vers le zéro artificialisation nette pour 2050. Donc ça va être pour vraiment demain, avec une préoccupation voilà, de protéger ces espaces agricoles, naturels et forestiers. Et pour compléter, il y a d'autres zonages dans les mains des collectivités aujourd'hui, s'ils veulent vraiment renforcer cet aspect de protection et de régulation du foncier. Donc juste 2 exemples. Donc les zones agricoles protégées, donc compétences communales, où là il y a vraiment une capacité des communes de se réapproprier sur certains espaces, pourquoi pas délaissés d'ailleurs, ça fait le lien avec ce qui était dit avant, pour justement avoir une capacité d'action sur ces espaces-là. Et autre outil intéressant, donc ce sont les périmètres de protection des espaces agricoles, naturels et protégés, donc PPAENP. Donc c'est un zonage très particulier, il n'y a qu'un seul territoire en Nouvelle-Aquitaine qui a fait le choix de partir là-dessus, c'est Bordeaux Métropole. Et c'est un zonage donc, qui permet effectivement d'amener plus de régulation, notamment sur des zones périurbaines. Et donc l'exemple, c'est effectivement le secteur des Jalles, je ne sais pas si vous connaissez vers Bordeaux, donc toute la vallée maraîchère un peu étendue, où aujourd'hui il y a environ 800 hectares de protégés et ils sont en train d'étendre la zone sur 3000 hectares. Bon, tout ça pour montrer qu'effectivement, sur le périurbain, il faut vraiment muscler les choses pour permettre aussi de se réapproprier ces zones-là et permettre cette agriculture urbaine et périurbaine. Donc les outils de régulation et de protection existent, tout est affaire de volonté politique. On sait très bien que c'est pas simple, évidemment. S'agissant on va rester sur le périurbain, mais s'agissant de mobiliser du foncier et de permettre donc son accès aux porteurs de projets, quels sont les dispositifs d'accompagnement qui sont proposés par la SAFER, justement, aujourd'hui ? Alors, au niveau de la SAFER, pour que vous ayez un ordre d'idée en tête, à peu près, on maîtrise 16 000 hectares par an qu'on redistribue en fonction des besoins du territoire, principalement pour l'installation. Donc c'est 40% à peu près actuellement du foncier qui est axé vers l'installation. On travaille aussi beaucoup sur le périurbain, ça c'est une réalité. Il y a un vrai sujet par rapport au renouvellement des générations aujourd'hui. On voit bien en fonction des territoires, il va y avoir entre 40 à 60% du foncier qui va se libérer dans les 10 ans à venir, donc il y a un vrai sujet là-dessus. Alors les outils, le premier, c'est une des missions de la SAFER, c'est assurer vraiment la transparence de ce marché. Donc c'est permettre à tous de se positionner dans les mêmes conditions sur le foncier. Donc systématiquement, dès qu'on maîtrise par la propriété un bien, on fait une publicité légale. Tout le monde peut effectivement déposer son dossier de candidature. Et après, là, le rôle de la SAFER, c'est d'arbitrer quel projet on va retenir, en sachant qu'on a quand même de la pression sur le foncier. En moyenne, on est à plus de 3 candidats par dossier. Donc ça, c'est vraiment un chiffre à avoir en tête. Et puis après, nous, au niveau Nouvelle-Aquitaine, on a souhaité un peu muscler les choses, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des vraies difficultés pour installer des jeunes aujourd'hui. Et donc, on a mis en place d'autres dispositifs propres à notre région, notamment 2 outils que sont le stockage et le portage. Donc le premier, le stockage, on a identifié un foncier intéressant, pourquoi pas en lien avec un PAT ou une exploitation intéressante. On n'a pas de jeunes pour la reprise. Donc là, on se dit chiche, on y va. La SAFER achète l'exploitation. Donc on fait comme on peut pour gérer de façon précaire l'exploitation, le temps de trouver un jeune qui va reprendre l'activité. Alors ça peut être d'ailleurs un ou plusieurs projets qui vont reprendre cette exploitation agricole. Et puis deuxième outil intéressant, c'est l'outil de portage. Donc là, on a le jeune, on a le bien. Par contre, au niveau bancaire, souvent il y a des difficultés parce que voilà, il faut acheter le foncier, les bâtiments, le matériel, le cheptel. Enfin voilà, il y a des coûts de reprise qui peuvent être importants. Et donc là, l'idée, c'est de différer l'investissement pour le jeune. Donc nous, on achète le foncier aujourd'hui, par exemple, à un prix de 100 et on s'engage à le revendre au même prix 5 ans ou 10 ans après. Il n'y a pas mieux sur le marché sur le sujet, avec une part des loyers qui vient en déduction. Donc là, l'idée, c'est vraiment de permettre une installation et de permettre aux jeunes d'investir dans leur outil de production au bout de 5 ou 10 ans. Voilà. Ces dispositifs sont accessibles quels que soient les profils, y compris pour des profils, je dirais, nouveaux, de personnes qui sont non issues du milieu agricole et qui se positionnent, alors pas sur de l'urbain pur et dur, puisque vous ne pouvez pas intervenir, mais sur du périurbain.
Alors, oui, tout à fait. Alors, l'idée, c'est effectivement d'accompagner les nouveaux installés. Donc, il y a effectivement les jeunes agriculteurs, mais il y a également des nouveaux profils qui arrivent, qui sont notamment non issus du milieu agricole ou des gens en reconversion. Donc, effectivement, ces dispositifs sont ouverts sur cette notion de nouvel installé. Et après, on a la capacité aussi de pouvoir intervenir là-dessus parce qu'on a des soutiens importants, notamment de la région Nouvelle-Aquitaine, qui nous soutient énormément sur cet aspect-là. On l'a vu avec l'exemple de l'agglo d'Agen, donc il y a beaucoup d'agglos aujourd'hui qui sont engagés dans des démarches de type PAT, qui les conduisent à s'interroger, et c'est le lien avec l'agriculture urbaine. Est-ce qu'il ne faut pas effectivement remettre de l'agriculture dans la ville ou en périphérie? S'agissant de mobiliser le foncier nécessaire, quel est l'apport de la SAFER en accompagnement de ces démarches? Je crois d'ailleurs que vous êtes en lien avec la communauté d'agglo d'Agen sur cette question-là. Alors, l'accompagnement, il est très diversifié parce que les territoires ont des avancées plus ou moins rapides sur le sujet. Pour rappel, c'est la loi d'avenir pour l'agriculture qui a ouvert un peu la compétence alimentaire aux collectivités. Il y a les différentes versions EGalim qui ont effectivement musclé un peu le sujet, avec aussi les labellisations PAT, les financements qui sont liés, etc. Donc les collectivités, aujourd'hui, on accompagne une trentaine de structures de collectivités en Nouvelle-Aquitaine. Alors certaines fois, c'est des comités de communes, d'autres fois, ça peut être des PETR, il y a différentes organisation en fonction des territoires. L'accompagnement, il est dès la réflexion au départ de l'analyse finalement de la problématique sur le territoire, où on est convié pour participer un peu à ces réflexions. Et puis après, on intervient surtout quand il y a un volet opérationnel qui nécessite de mobiliser du foncier, parce qu'effectivement, qui dit projet dit foncier. Et là, c'est pareil, l'accompagnement il est assez variable. On intervient beaucoup sur les thématiques des friches, mais c'est vraiment pas le plus simple, clairement, parce que s'il y a des friches, c'est qu'il y a des bonnes raisons en général, notamment en périurbain avec de la rétention foncière, de la spéculation foncière, et on n'a pas tous les mécanismes non plus pour exproprier ce genre de situation. Et donc l'accompagnement, il est plutôt essayer de trouver du foncier qui corresponde par rapport aux besoins de la collectivité. Quelques exemples un peu de l'an dernier. On est intervenu pour la communauté d'agglo de La Rochelle, par exemple, qui a, dans le cadre de son PAT, souhaite installer des maraîchers. On est intervenu pour la com d'agglo de Tulle, qui a projet de créer un tiers-lieu avec notamment sur ce tiers-lieu des espaces tests également pour pouvoir mettre le pied à l'étrier des jeunes en maraîchage. On intervient beaucoup pour l'agglomération de Pau, qui travaille avec une nouvelle un peu structure, la SKIC Ceinture Verte, qui a vocation effectivement à apporter et à installer des maraîchers en périphérie de ville. Et puis on est aussi intervenu pour des petites communes rurales qui souhaitaient effectivement créer des régies communales agricoles. Donc on essaie de trouver la solution qui correspond aux besoins du territoire. Merci Édouard Bordelais, donc responsable du service, du pôle environnement et territoire de la SAFER Nouvelle-Aquitaine. J'aurais une toute dernière question avant qu'on passe à l'échange avec l'assistance, à Pierre Aubignac, sur la question finalement de la reconnaissance de cette agriculture urbaine. Alors pour ce qui vous concerne professionnel, parce que j'imagine que s'agissant par exemple de l'accès aux financements qui sont ceux de l'agriculture, c'est peut-être pas aussi évident pour l'agriculture urbaine professionnelle. D'autant plus qu'on a affaire, si j'ai bien compris, à beaucoup de pluriactivités et que ce n'est pas forcément évident d'entrer dans les bonnes cases pour bénéficier des dispositifs d'accompagnement dédiés à l'agriculture. Alors tout à fait, il y a un enjeu effectivement de surface également pour pouvoir être exploitation agricole. Et du coup, comme on a beaucoup d'exploitations avec de toutes petites surfaces ou qui ne font pas la majorité de leurs chiffres sur la vente de produits agricoles, mais finalement sur d'autres activités qui étaient censées être annexes, on se retrouve avec beaucoup de structures qui font de l'agriculture, mais qui ne sont juridiquement pas des exploitations agricoles, mais des sociétés commerciales. Et donc, de fait, on ne rentre pas effectivement dans les aides de la PAC. Donc, ça demande beaucoup, on est sur un concours d'innovation pour Agrinov, ça demande beaucoup d'innovation. Beaucoup de recherche de nouveaux modèles économiques, de repenser finalement la thématique de l'agriculture, de comment est-ce qu'on peut l'approcher différemment avec de nouveaux services et effectivement de nouvelles activités. Parce qu'il y a peu, voire pas de financement, à part finalement au niveau des collectivités, que ce soit pariculteurs ou des initiatives justement qui peuvent être portées par les mairies ou les communautés d'agglomération.
Et aujourd'hui, vous avez des échanges et des liens qui se créent avec les institutionnels de l'agriculture, les syndicats jeunes agriculteurs, les chambres d'agriculture, enfin toutes ces structures qui organisent l'agriculture, là. Alors oui, on a. Alors j'ai eu pas mal de réunions avec la Chambre d'agriculture. Nous, comme c'est une association nationale de France. Donc voilà, sur les questions d'agriculture urbaine justement, qui est rentrée dernièrement dans la stratégie des chambres d'agriculture, la dernière stratégie qui est sortie cette année, je crois, ou l'année dernière, et également du coup avec sur les échanges. Pardon, excusez-moi, vous pouvez refaire la question. La question, c'était les liens que vous arrivez à tisser avec les institutionnels de l'agriculture pour arriver à cette reconnaissance et peut-être arriver à adapter la réglementation pour permettre un meilleur accès, notamment aux dispositifs d'accompagnement et d'aide, quoi. Tout à fait. Et après, on travaille beaucoup. On fait partie de RMT. On travaille voilà, sur pas mal de projets de recherche justement pour avancer sur ces thématiques. Après, on travaille également avec les jeunes agriculteurs parce que, encore une fois, l'idée pour beaucoup, et on s'en rend compte d'agriculteurs urbains, c'est pour peu qu'ils aient le conjoint ou la conjointe dans l'espace urbain, c'est pas facile de s'installer forcément en milieu rural, même si ça peut être un projet de vie. D'autres qui ne connaissent pas l'agriculture. Donc beaucoup s'essayent au travers de l'agriculture urbaine et derrière cherchent à s'installer en milieu rural. Et donc finalement, quand je parlais tout à l'heure de formation, c'est aussi renouvellement des générations avec une espèce de porte d'entrée, d'antichambre finalement de l'agriculture rurale. Donc on travaille beaucoup effectivement sur la question des renouvellements des générations avec les jeunes agriculteurs. Parce que j'imagine, et on va arrêter là avant de passer la parole à l'assistance, mais qu'il y a peut-être parmi non pas vos adhérents, mais en tout cas ceux que vous fédérez, des initiatives où en fait ils viennent se tester avec de l'agriculture urbaine, ils y goûtent et puis ça les amène vers d'autres projets plus tournés vers une agriculture plus traditionnelle en milieu rural. On a beaucoup de projets de vie en fait, de personnes en reconversion complètement non issues du milieu agricole. Il y en a très très peu qui sont issus du milieu agricole, quasi aucun d'ailleurs du milieu rural, et justement qui se disent j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de m'installer, j'ai peur de m'installer, et effectivement qui font ce premier pas avec l'agriculture urbaine. Merci Pierre pour ces dernières informations. On a quelques minutes pour prendre quelques questions en direction donc, des participants à ce premier échange avant d'enchaîner donc, avec la deuxième table ronde. On va parler d'exemples encore plus concrets d'agriculture urbaine notamment. Alors, André Chanfraud, donc, le directeur de l'Agrocampus 47. Merci. Au niveau, par exemple, de la FOB, est-ce que vous êtes dans le cadre de l'économie sociale et solidaire? Puisque, d'après ce que vous avez dit, vous avez parlé de solidarité, certes un peu d'économie, mais aussi d'aspect social, d'insertion. Et en plus, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, c'est une des priorités, l'économie sociale et solidaire, et ça se développe énormément sous forme coopérative, association. Et novembre, c'est le mois de l'ESS en plus. Pense à éteindre ton micro, André, pour qu'on puisse te répondre. Alors, la FOP étant un réseau, en tant que nous, AFOP, non. On est une association loi 1901. Mais par contre, dans nos adhérents, effectivement, on a plus de 50%, je crois, de nos adhérents qui font de l'ESS, qui font de l'insertion, qui font effectivement du social. Il y a ne serait-ce que le mouvement des régies, donc les régies de quartier justement dans les QPV, les quartiers politiques de la ville. Et donc oui, c'est clairement une thématique très très partagée par beaucoup de nos adhérents, et ce qui permet également, comme il y a des fonds pas mal débloqués au niveau régional, ça permet également d'accéder à du foncier ou à des financements pour les investissements. Bien, écoutez, on est dans le bon timing. On va remercier donc nos intervenants, on peut les applaudir.